Notre sujet de ce soir, ça va être la question de la limitation du coût de l'énergie dans le logement. Rentrons désormais dans le vif du sujet. Alors, comment est-ce que nous allons traiter cette question ce soir? D'abord, en prenant le temps de faire un rappel, un état des lieux ensemble sur l'utilisation de l'énergie que nous avons dans nos logements. La question étant d'économiser sur cette énergie. Euh, Comment l'utilise-t-on? Où va-t-elle? Ça va être la première question qu'on va se poser. Euh, on fera un petit arrêt aussi sur une proposition de manière de réfléchir via la démarche Négawatt. Et puis on traitera ensuite différents sujets qui ont un impact sur nos consommations d'énergie, que ce soit à travers l'enveloppe du bâtiment, à travers les équipements de chauffage. Et bien évidemment, on vous apportera aussi des propositions de solutions qui n'impliquent pas de travaux. Premier rappel, il faut bien garder à l'esprit qu'aujourd'hui, le logement, les bâtiments résidentiels représentent quasiment un tiers des consommations d'énergie en France. Donc, c'est une source de consommation relativement importante, ce qui signifie que chaque petite économie qu'on pourra faire sur l'ensemble du parc résidentiel aura un impact important sur l'ensemble des consommations à l'échelle nationale. Ça permet aussi de redonner aussi un petit peu l'enjeu qu'il y a autour des consommations d'énergie dans le logement aujourd'hui, qui est à ex aequo avec le transport en termes de consommation d'énergie à l'échelle nationale. Si on zoome maintenant dans ce logement, euh, qu'est-ce qui est quels sont, pardon, les principaux usages pour lesquels on consomme de l'énergie? Eh bien qu'il ne soit allumé qu'une partie de l'année, le principal poste de consommation d'énergie dans le logement, aujourd'hui, c'est toujours, encore et toujours, le chauffage. Viennent ensuite tout ce qui va être appareil électroménager, appareil multimédia, qui consomment de l'électricité, c'est ce qu'on va appeler l'électricité spécifique. Les postes liés à l'eau chaude sanitaire ou la cuisson arrivent ensuite dans nos consommations. Donc on se rend compte qu'on garde aujourd'hui un enjeu très important sur le chauffage, euh, à savoir que la part des consommations électriques pour l'électroménager et multimédia a progressé en même temps que la part du chauffage a diminué ces dernières années. Euh, ça met en lumière que globalement, le parc bâti en France s'améliore avec le temps. Il est plus performant d'un point de vue thermique, d'un point de vue chauffage, qui laisse un petit peu plus de place aux appareils électriques qui ont tendance à se multiplier chez nous aujourd'hui. On a ce double effet, meilleure performance thermique globale du parc bâti et une multiplication des appareils électriques qui a tendance à faire prendre une part plus importante dans nos consommations globales à ces équipements-là. Alors, on parle bien de part de consommation. Ça veut pas forcément dire que dans l'absolu, on consomme plus d'électricité que ce qu'on faisait avant, mais que cette électricité représente une part plus importante de nos consommations, celle-ci ayant quand même une tendance globale à la diminution. Alors, le chauffage, pourquoi est-ce qu'on consomme autant d'énergie pour le chauffage? Eh bien, parce que nos maisons, qui restent nos abris, si on est très terre à terre, on cherche à y obtenir un certain confort. Confort thermique qui est en grande partie lié à la température de l'air qui nous entoure. Euh, donc comment est-ce qu'on va maintenir cette air en température, à la température qu'on juge confortable? Eh bien, en apportant de l'énergie via un système de chauffage. Euh, Difficulté qu'on rencontre, c'est que nos logements, suivant les périodes de construction, suivant les techniques employées, suivant leur localisation, leur orientation, vont être plus ou moins déperditifs. C'est-à-dire qu'ils vont avoir plus ou moins de facilité à laisser sortir cette chaleur qu'on souhaiterait garder dans l'air intérieur. Vous avez un exemple sur la gauche d'affichage.
d'une maison construite avant 1974 et pour laquelle on vous donne des ordres de grandeur du pourcentage de fuite par les différents éléments qui constituent l'enveloppe du bâtiment. Ce que nous, on appelle l'enveloppe du bâtiment, c'est-à-dire les murs, la toiture, les planchers bas, mais aussi tout ce qui va être fenêtres et portes. Pour résumer, on cherche à obtenir un confort dans nos logements qui est en grande partie lié à la température de l'air ambiant ainsi qu'à la température des murs. Comment est-ce qu'on arrive à conserver cet air ambiant et ces murs à la température confortable? Eh bien, en apportant de l'énergie via un système de chauffage. L'énergie qu'on va devoir apporter dépend de la quantité d'énergie qui arrive à sortir de notre logement via les murs, la toiture. Donc, on va chercher à trouver un équilibre entre ces deux éléments. Et ça nous montre aussi que le chauffage, c'est certes lié à la machine qu'on utilise pour chauffer, mais c'est surtout lié à l'enveloppe de notre bâti. Imagine bien que un bâtiment construit aujourd'hui en 2022 sera beaucoup plus performant, beaucoup moins déperditif que ce qu'étaient les bâtiments du début des années 70. Euh, pour une même surface, une même forme de bâtiment, on aura des besoins en énergie moindres. On pourrait tout à fait utiliser un équipement similaire, que la facture serait très différente. On vous propose d'aborder cette question de la réduction des factures énergétiques dans vos logements à travers la démarche Négawatt. La démarche Négawatt, donc, qui est proposée par l'association du même nom, se base sur trois étapes, la sobriété, l'efficacité et les renouvelables. L'idée, c'est que pour chaque usage d'énergie, on va se poser la question de comment faire pour assurer ce service en utilisant le moins d'énergie possible. La sobriété, comment est-ce qu'on va faire pour assurer ce service? Quand est-ce qu'il est pertinent? Quand est-ce qu'on en a vraiment besoin? Et quand est-ce qu'on pourrait s'en passer? Maintenant, ce service, il doit nous être rendu, typiquement chauffer nos maisons. Comment est-ce qu'on fait pour le faire de la manière la plus efficace possible? Quelle est la machine la plus performante pour chauffer nos maisons au moment où il est nécessaire de chauffer nos maisons? Et enfin, si possible, recourons à des énergies renouvelables pour alimenter ces systèmes. Voilà l'idée qu'il y a derrière la démarche Négawatt. Si je prends deux exemples très terre à terre, la sobriété par rapport à l'éclairage, c'est tout simplement d'éteindre les lumières lorsqu'elles ne sont pas nécessaires. L'efficacité, ça va être d'utiliser des ampoules les plus performantes possibles. Alors, basse consommation ou LED aujourd'hui. Et puis, si on en a la possibilité, pourquoi pas produire localement l'électricité via des panneaux solaires photovoltaïques ou des éoliennes. Si on vient regarder le chauffage et qu'on lui applique cette logique, la première étape, ça va être d'adapter le chauffage du logement au moment où on y est présent. Ça peut être aussi, comme ça l'est proposé ici, d'adapter son habillement dans le logement pour adapter le chauffage. Efficacité, c'est rendons notre logement efficace d'un point de vue thermique, peut-être en ayant recours à des compléments d'isolation. Et enfin, si on peut, amenons l'énergie dans le logement via des énergies renouvelables, par exemple un poêle à bois. Cette démarche-là, on peut s'amuser à l'appliquer à tout un tas de services énergétiques différents, que ce soit autour de l'eau, autour des transports, des appareils électroménagers et dans d'autres sujets du bâtiment. C'est un petit peu cette logique-là qu'on va essayer de suivre ce soir, euh, parce que dans le bâtiment, en fait, on peut avoir une démarche similaire. C'est-à-dire que avant toute intervention sur ce qu'il y a dans un bâtiment, si on a la possibilité, mettons, de faire construire un bâtiment, on peut intervenir sur tout un tas d'éléments qui vont nous permettre de limiter les besoins en énergie, d'être le plus sobre possible en énergie. Comme vous avez quelques exemples qui vous sont proposés ici, vous allez me dire, bah oui, mais aujourd'hui, on parle plutôt de rénovation de logement. Alors, avoir un bâtiment compact et ouvert au soleil, peut-être, mais finalement, on n'a pas forcément la main dessus, puisque le bâtiment a été construit il y a plusieurs années. Est-ce que il y aura une absence totale de fuite d'air?
Bah, ça, on ne sait pas forcément parce que ça peut dépendre aussi de la période de construction. On peut néanmoins avoir cette logique de sobriété, efficacité renouvelable lors d'une rénovation. Et c'est celle-là qu'on va essayer de suivre pour s'attaquer à la question de la facture énergétique. Le moyen le plus efficace et qui apporte les économies les plus importantes, c'est de réduire son besoin de chauffage. Parce que notre facture énergétique, on l'a vu, elle est principalement liée au chauffage. Si on parvient à réduire le besoin de chauffage, on réduit la facture. Quelle solution technique on a aujourd'hui pour réduire son besoin de chauffage? Eh bien, la fameuse isolation. Alors, vous avez des illustrations relativement détaillées à l'écran. Je ne vais pas rentrer dans les spécificités de chaque technique d'isolation. Mais retenez qu'il est possible d'isoler un bâtiment, notamment sa toiture, dans à peu près toutes les configurations, qu'on souhaite occuper ou non les volumes qui sont juste sous la toiture. Ça peut se faire via des matériaux en vrac, en rouleau, en panneau. Il faut juste avoir bien en tête que aujourd'hui, la performance d'un isolant, elle est en grande partie liée à son épaisseur. Donc, il faut être vigilant, notamment sur ce point-là, lorsqu'on peut avoir des échanges avec des artisans. L'idée étant que un des premiers postes auxquels on peut s'intéresser quand on cherche à réduire son besoin de chauffage, c'est bien la toiture. Je rentre pas dans le détail, ça peut aussi avoir un impact sur le confort d'été dans le logement. Second poste de travaux, second euh, élément qui peut être relativement déperditif, ce sont les murs de notre logement. Alors, ils peuvent être à la fois déperditifs en eux-mêmes et ils peuvent aussi être un lieu privilégié de contact entre l'intérieur et l'extérieur via les fameux ponts thermiques dont vous avez un exemple parmi les nombreux qui existent sur l'illustration en bas à droite du diapo. Là, encore une fois, l'idée, ça va être d'avoir des épaisseurs d'isolant adaptées au mur, adaptées aussi à est-ce qu'on isole par l'extérieur, par l'intérieur, qui vont permettre de limiter les déperditions sur ces surfaces-là et donc de limiter les besoins d'énergie à apporter à l'air intérieur pour le maintenir en température. La variante de l'isolation des murs, celle-ci peut aussi se faire par l'intérieur, ce qui va poser un certain nombre de questions, notamment vis-à-vis de l'aménagement et de l'intérieur du logement, mais aussi par rapport à l'humidité. Là, c'est des choses qui doivent être étudiées situation par situation. Et c'est aussi le rôle que nous avons lors de nos rendez-vous techniques, que de vous conseiller sur les solutions les plus adaptées suivant votre usage du logement et son type de construction. Dernier élément de l'enveloppe en tant que telle, eh bien, vous retrouverez les menuiseries, donc les portes et notamment les fenêtres. Euh, on a tout un tas de fenêtres différentes aujourd'hui qui ont des performances différentes, qui tendent à être de plus en plus efficaces. Attention avec les fenêtres, c'est effectivement un élément qu'on voit et qui a un impact visuel en général plus conséquent que les murs sur l'aspect d'un logement. Euh, pour avoir une idée de l'impact que peut avoir un renouvellement de fenêtres sur la réduction du besoin de chaleur à l'intérieur du logement, je vous invite à faire le ratio de surface entre les surfaces vitrées que vous avez chez vous et les surfaces opaques. Il faut bien garder en tête qu'on peut prioriser, ordonner ce type d'intervention pour obtenir la meilleure performance possible et que les vitrages ne sont pas nécessairement la première étape dans l'amélioration d'une enveloppe, bien que ça en fasse partie. On partait dans cette discussion d'amélioration de l'efficacité de notre enveloppe. Euh, Vous avez peut-être déjà entendu dire d'un logement récent qu'on en a fait une bouteille thermos qui ne respire pas. Cette expression n'est pas tout à fait exacte parce qu'en fait, un logement, qui plus est un logement récent, depuis le début des années 80, il se doit réglementairement d'être ventilé en permanence. Ventilé par un système mécanique, la fameuse VMC.
Je m'arrête quelques secondes sur ce point-là, notamment pour bien voilà, vous prévenir que la VMC, quand on améliore l'efficacité de l'enveloppe via de l'isolation, devient d'autant plus importante qu'en général, on corrige les défauts d'étanchéité à l'air d'un bâtiment par ce biais-là. Et donc, il va falloir nécessairement évacuer la vapeur d'eau et les polluants qui peuvent être émis à l'intérieur du logement pour assurer une bonne qualité de l'air intérieur. La qualité de l'air intérieur, ça a un impact à la fois sur la santé des occupants, mais ça a aussi un impact sur l'efficacité du chauffage. Pourquoi? Bien pour une raison physique assez simple, qui est qu'un air qui ne contient pas trop de vapeur d'eau nécessite un peu moins d'énergie pour être chauffé qu'un air qui serait très humide. Donc, ce système-là, ça effectivement extrait un petit peu de chaleur du logement, bien qu'on fasse des systèmes de plus en plus performants qui en extraient une quantité de toujours de plus en plus limitée. Mais ça a aussi un impact positif sur le chauffage de votre logement, puisqu'un air de meilleure qualité qui ne contient ni trop d'humidité ni trop de polluants sera plus facile à chauffer. Sans parler du fait que ça a un impact positif sur la santé des occupants et potentiellement sur la pérennité du bâtiment, puisqu'on lui évite un tas de dégradations liées à l'humidité. Vous retrouverez en détail le fonctionnement de la VMC la plus courante, la VMC simple flux, euh, qui est en fait un ensemble d'éléments et non pas seulement le caisson et les bouches d'air qu'on peut trouver dans les pièces humides type WC, salle de bain et cuisine. Sur la question du chauffage, pour rendre une enveloppe, un logement efficace, il est nécessaire que celui-ci retienne le plus possible la chaleur. C'est ce que j'ai essayé de vous montrer un petit peu via les différentes techniques d'isolation possibles. Quand on veut un logement qui soit efficace sur le plan du chauffage, il faut d'abord que l'enveloppe soit efficace. Parce que sinon, on va amener de la chaleur à l'intérieur qui risque d'être suite dissipée à l'extérieur. Maintenant qu'on a regardé l'enveloppe, eh ben, on va pouvoir regarder un petit peu comment on amène cette chaleur dans le logement, par quels moyens ça peut être fait. Quels moyens ça peut être fait? Eh bien, soit vous allez avoir un système qu'on va dire de chauffage central, avec un équipement type chaudière qui est relié à un ensemble de radiateurs. Je vous donne simplement les grands principes. Il faut savoir qu'il existe plusieurs types de radiateurs aujourd'hui, qu'on peut aussi appeler des émetteurs, qui vont avoir des géométries et des formes relativement différentes. Il y a une incidence sur la température de l'eau qui va traverser ces émetteurs. Plus un émetteur sera étendu, plus on pourra avoir une eau à une température basse. Un plancher chauffant, on a une eau dedans qui est aux alentours de 35 degrés. Là où un radiateur en fonte compact des années 60-70, l'eau va le traverser à 60-70 degrés suivant les cas. Cet élément-là a un impact sur la manière dont la chaleur va se diffuser dans le logement, sur le confort qui peut être ressenti dans le logement, mais ça a aussi un impact sur la machine qu'on va mettre au bout du réseau de chauffage. Puisque les différentes machines de type chaudière, que ce soit des chaudières gaz, fuel, à granulés, que ce soit des pompes à chaleur, que ce soit des systèmes solaires ou que vous ayez recours au réseau de chaleur urbain, euh, ils ont des performances qui leur sont propres et qui vont pouvoir être maximisées dans certaines configurations. Une pompe à chaleur sera pleinement efficace avec des émetteurs à basse température, là où une chaudière fuel est en général conçue pour fonctionner avec des émetteurs à haute température. Donc un système de chauffage efficace, c'est certes une machine donnée avec son rendement, mais c'est une nouvelle fois, comme pour la VMC, un ensemble d'éléments avec des configurations qui sont plus ou moins performantes. Donc quand on a une enveloppe qui est performante via de l'isolation, si on veut ensuite un système de chauffage qui est lui aussi performant, donc qui va exploiter au mieux l'énergie qu'on va lui apporter sous forme de combustible, il faut bien se poser la question à la fois de la machine, à la fois du réseau de distribution. Le chauffage peut aussi être assuré via des équipements décentralisés, alors qui peuvent être électriques. À savoir que le radiateur électrique
quelle que soit sa génération, va être globalement aussi efficace, transformer l'électricité en chaleur. Ce qui va changer aujourd'hui, ça va plutôt être les capacités qu'on aura de programmer, régler ces équipements. Et ce sera aussi la sensation de confort qu'ils pourront apporter suivant la manière dont ils convertissent l'électricité en chaleur. Le chauffage décentralisé, il peut aussi être assuré par des équipements à bois, que ce soit au granulé ou au but. Encore une fois, suivant les configurations, euh, il faudra plutôt privilégier l'un ou l'autre suivant l'usage qu'on peut en avoir ou l'efficacité qu'on en attend. On a fait donc dans un premier temps le tour des solutions d'efficacité. Donc la deuxième marche de notre étape négawatt, donc les solutions qui peuvent rendre une enveloppe efficace d'un point de vue thermique et quelles sont peut-être les deux, trois grandes questions à se poser pour avoir un système de chauffage efficace. On a vu que pour assurer l'efficacité d'une enveloppe, eh bien, la principale solution auquel on peut avoir recours aujourd'hui, c'est l'isolation. Et ensuite, quand on va venir traiter le système de chauffage, certaines configurations équipements radiateurs sont plus efficaces que d'autres. Donc, il faut bien se poser la question de l'ensemble des éléments quand on réfléchit à un système de chauffage. On va revenir un tout petit peu en arrière dans la démarche et maintenant, on va parler de sobriété. Et surtout, on va se poser la question de, certes, on peut réduire ses factures de manière importante via des travaux importants d'isolation ou de changement de système de chauffage, mais que peut-on faire euh, à une moindre échelle sans avoir recours à des travaux qui, pour la plupart, sont relativement onéreux? Eh bien, le premier réflexe que je vous invite à avoir, c'est de suivre vos consommations. Alors, qu'est-ce que ça veut dire suivre ses consommations? Eh bien, tout simplement, ça veut dire sur sa facture, ne plus seulement regarder le montant de la facture, mais bien la quantité de kilowattheures qui est indiquée sur la facture. C'est quelque chose que vous pouvez faire alors de plusieurs manières. Ça peut être via la lecture de vos factures que vous allez recevoir par courrier ou par voie électronique. Ça peut être aussi via la lecture de votre compteur à intervalles de temps réguliers. Qu'est-ce que peut nous apprendre la lecture de notre facture? Eh bien, ça peut nous apprendre des choses assez surprenantes, notamment pour la nuit et les périodes où on n'est pas présent dans son logement. Puisqu'on peut se rendre compte que pendant cette période-là, on a une consommation d'énergie dans notre logement. Il y en a une part qui pourra très certainement s'expliquer. Vous avez probablement chez vous des appareils de froid, type frigo, congélateur, qu'on ne peut pas arrêter, bien évidemment. Vous avez probablement aussi une VMC qui fonctionne en continu et qu'on n'arrêtera pas non plus pour des raisons sanitaires. Mais on peut se demander si dans notre consommation, il n'y a pas d'autres équipements qui traînent, qu'on pense avoir arrêtés ou qu'on imagine avoir laissé en veille et donc ça ne devrait pas consommer. Donc la facture d'électricité, ça peut permettre d'avoir ce premier regard-là. Euh, un premier moyen via la facture aussi de réduire son coût, ça va être via les différents outils mis à disposition par le médiateur national de l'énergie, de vérifier que l'abonnement qui nous est proposé, les options tarifaires qui nous sont proposées, sont bien adaptées à notre logement. Une option heure pleine, heure creuse pour un logement qui est chauffé avec autre chose que de l'électricité et qui assure son eau chaude soit via un chauffe-eau solaire, soit une pompe à chaleur qui fonctionne plutôt en instantané, ne sera pas forcément adaptée. La puissance de l'abonnement peut être aussi à faire modifier si celle-ci est trop importante par rapport aux besoins réels du ménage. Donc ça, c'est des premiers outils que vous pouvez avoir en regardant vos factures et notamment en regardant la quantité d'énergie inscrite sur vos factures pour voir si cette énergie, vous en avez bien besoin au moment où elle est consommée. Et si ce n'est pas le cas, comment peut-on faire pour éviter sa consommation? Autre élément sur lequel on peut jouer pour limiter, alors cette fois-ci, uniquement le coût de la facture et non plus le volume d'énergie, ça va être si on en a la possibilité d'utiliser une énergie différente pour se chauffer. Pour une même quantité d'énergie, le kilowattheure, le coût
pour obtenir ce kilowattheure de chauffage ne sera pas le même suivant qu'on utilise de l'électricité, du gaz naturel, du fioul ou du bois. Si vous avez un logement dans lequel il existe deux équipements de chauffage, mettons une chaudière accompagnée d'un équipement indépendant au bois, il peut être intéressant de regarder précisément le coût au kilowattheure de ces différentes énergies et éventuellement d'adapter son usage pour limiter la facture finale à la fin de l'hiver. À savoir qu'il y a, vous n'êtes pas sans savoir il y a pas mal d'inconnus dans l'évolution des différentes énergies sur le long terme. Vous avez ici un rappel graphique de l'évolution du coût du kilowattheure des quatre principales énergies utilisées pour le chauffage sur 15 ans. On voit bien qu'il y a des choses qui sont de l'ordre de l'évolution tendancielle à long terme, et puis on a des choses qui sont de l'ordre de l'évolution à très court terme liées à des événements politiques, géopolitiques, sur lesquels on n'a pas forcément la maîtrise. Je vous invite quand même à faire éventuellement le calcul chez vous, sur votre facture, de ce que vous coûte le kilowattheure d'électricité, de gaz, de granulés, par exemple, en prenant bien évidemment en compte l'ensemble des taxes qui sont ajoutées pour avoir une idée un petit peu de l'écart qu'il peut y avoir entre les différentes énergies. Autre source d'économie possible, donc je vous ai déjà parlé des appareils électriques quand j'ai évoqué la relecture de la facture d'électricité. Deux petites applications pratiques, hein, du repérage d'appareils consommateurs alors qu'on n'est pas présent. Euh, la multiprise avec interrupteur, outil très efficace pour éviter de laisser en veille des appareils dont on ne se sert pas la nuit ou en journée. Et ça permet de faciliter l'arrêt des équipements sans avoir à les débrancher un par un systématiquement. L'autre levier qu'on a, c'est sur les équipements qui servent au quotidien et dont on a besoin. Le réflexe, c'est de pouvoir, lors de leur remplacement, essayer de se procurer des équipements plus performants énergétiquement. J'ai pris là l'exemple de l'ampoule LED qui permet, au moment du remplacement d'une ampoule plus ancienne, de faire une économie sur l'électricité utilisée pour l'éclairage, tout en assurant un éclairage de la même qualité. Ça a l'air anodin, la question des appareils en veille ou qui consomment alors qu'on ne le souhaite pas. Gardez en tête l'ordre de grandeur suivant. 1 kWh d'énergie électrique, pardon, 1 watt, une puissance d'1 watt d'un équipement électrique qui fonctionnerait toute l'année va représenter entre 1,50 € et 2 € sur votre facture aujourd'hui. On trouve facilement des appareils en veille dont la veille fait entre 1 et 5 watts, ce qui peut entraîner voilà, quelques euros à l'année, mais mis bout à bout de plusieurs équipements, ça peut représenter des sommes relativement importantes. Autre source de réglage, dirons-nous, en tout cas de sobriété possible, sur le chauffage, les équipements type thermostat sont des vraies sources d'économie pour vous parce qu'ils vont permettre d'adapter la température du chauffage suivant que vous soyez présent ou absent dans votre logement, ce qui permet de faire des économies significatives par rapport à une situation où on chaufferait en permanence le logement à la même température. L'idée va être de garder un écart de température entre les moments de présence, d'absence ou de nuit qui est de l'ordre de 2 à 3 degrés Celsius. Au-delà de cet écart-là, en fait, on peut se retrouver dans une situation, suivant les bâtiments, où non seulement l'air du logement va se refroidir, mais aussi les murs. Et un mur, c'est beaucoup plus compliqué à faire remonter en température, ça demande beaucoup plus d'énergie. Donc, on va éviter que ça se produise. Mais moi, je vous invite à bien observer la manière dont vous chauffez vos logements et à bien adapter le chauffage de vos logements à votre période d'occupation de ce logement et essayer de l'adapter au plus juste pour consommer la juste quantité d'énergie. Ça se verra sur vos factures.
cas sur l'énergie consommée. Petite action qui demande assez peu de travaux aussi, si vous avez un réseau de chauffage à eau chaude et que l'équipement de chauffage ne se situe pas dans un endroit qui est chauffé, qui est isolé, mettons qu'elle soit dans le garage ou dans un local chaufferie dédié à l'extérieur de la maison, prenez le temps d'isoler ou de faire isoler l'ensemble des tuyaux qui vont vers votre logement. Une chaudière dans le garage, ça nous intéresse pas vraiment que de chauffer le garage via les tuyaux du réseau d'eau. On vous encourage à éventuellement à aller observer ces éléments et à faire compléter l'isolation de ces éléments pour que l'eau chauffée dans la chaudière arrive complètement chaude dans votre maison et qu'elle ne se soit pas déjà un peu refroidie dans votre garage. Autre source d'économie, alors qui peut-être autre source d'économie d'énergie, qui peut-être ne semble pas évidente au premier abord, c'est l'eau. Pourquoi? Parce que dans nos logements, on consomme de l'eau chaude. À savoir que l'eau chaude, on la paye plusieurs fois. Vous la payez d'abord sur votre facture d'eau, puisque c'est de l'eau consommée. Savoir que sur votre facture d'eau, vous payez à la fois l'eau que vous achetez et puis son assainissement. Et vous allez aussi payer l'énergie nécessaire au chauffage de cette eau. Donc, on a tout intérêt à trouver tous les moyens possibles, non pas pour se priver d'eau chaude, mais bien pour utiliser la juste quantité d'eau chaude et ainsi limiter son impact sur nos factures énergétiques. Comment est-ce qu'on peut faire ça à moindre frais? Eh bien, en ayant recours notamment à ce qu'on appelle des mousseurs, des aérateurs. Ce sont des petits dispositifs qu'on peut installer dans nos robinets et pour lesquels on trouve un équivalent pour les pommes de douche, qui vont permettre de limiter le débit qui traverse ces éléments. Alors, je dis bien limiter le débit et non pas la capacité au jet d'eau à bien mouiller. Ça, c'est justement le fait d'ajouter d'ajouter, pardon, de l'air dans l'eau va nous permettre de nous laver tout aussi bien les mains, mais avec une quantité d'eau qui pourra être, suivant le débit d'origine du robinet, dans certains cas, divisé par 2, voire par 3. Encore une fois, ça n'a pas l'air de grand-chose sur un lavage de mains qui dure 30 secondes. Je vous invite à faire le calcul de combien de fois on se lave les mains par jour et donc par an, fois 30 secondes, ça peut faire des économies d'eau relativement conséquentes en bout de course. Les mêmes dispositifs existent pour les douches. On peut aussi jouer sur la durée de la douche pour limiter l'eau utilisée. J'ai fait le tour de l'ensemble des solutions qu'on pouvait vous proposer ce soir, aborder ce soir. Donc, on a, dans un premier temps, voilà, peut-être une réflexion. En tout cas, moi, je vous encourage à avoir ce temps d'observation dans vos logements sur quelle est l'énergie que vous utilisez, pour quel service et à quel moment. Regardez sa facture, regardez quand est-ce qu'on consomme de l'énergie. Ça peut être une première source d'économie non négligeable, de l'ordre de 5 à 10%. Donc, je vous encourage vraiment à prendre ce temps. Euh, Est-ce que ça se traduira systématiquement par une diminution du coût de votre facture? Tout dépend de l'ampleur de l'économie réalisée et de l'ampleur de l'augmentation du coût de l'énergie. Si vous consommez une moindre quantité d'énergie, si celle-ci a augmenté suffisamment, ça peut coûter aussi cher, malheureusement. Néanmoins, ça vous évite de subir une augmentation trop importante de votre facture. Une fois qu'on a fait le tour de ça et qu'on utilise l'énergie, juste quantité d'énergie, eh bien, on va aller regarder si les systèmes qui nous permettent d'exploiter cette énergie sont efficaces. Parmi les principaux qu'on pourra regarder dans un logement, il y a l'enveloppe et il y a le système de chauffage. On vous a décrit différentes solutions pour les rendre plus efficaces. En tout cas, on vous a montré quelques solutions sont efficaces. Et puis, en fin de compte, si on en a la possibilité, on peut faire en sorte que les différentes énergies qui alimentent notre logement proviennent de sources renouvelables. J'ai fait le tour des éléments que j'avais préparés pour vous les présenter. Je vous propose maintenant éventuellement de poser vos questions. Encore une fois, vu qu'on est relativement peu nombreux, on va pouvoir vous laisser la parole. Et pour ça, dans un premier temps, on va
On va donc couper l'enregistrement et puis on va vous laisser intervenir si vous le souhaitez. Il nous reste une bonne dizaine de minutes pour pouvoir échanger sur ces questions-là et sur ces sujets-là. Donc là, je vous remercie de votre attention.